Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat sur les métiers qui se transforment déjà grâce ou à cause de l'intelligence artificielle générative. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Elisabeth Marache, avocate associée chez Adelcho Godard. Martin Pavanello, cofondateur et CEO de la startup Mysteria. Et Christophe Montagnon, le Chief Digital Officer du groupe Randstad. Merci à vous trois d'être présents, bienvenue. Je vais commencer ce débat en posant quelques chiffres. 300 millions, c'est le nombre d'emplois dans le monde, d'après la banque Goldman Sachs, qui pourraient être menacés par l'IA générative d'ici à 2030, un quart du travail actuel en Occident. Un autre chiffre, 8 employés américains sur 10, d'après l'université de Pennsylvanie, et surtout des cols blancs, pourraient voir au moins 10% de leurs tâches remplacées par l'IA générative. Et dans ce panel, 20% des travailleurs verront la moitié de leurs tâches réalisées par des outils tels que ChatGPT. Donc on l'a compris depuis un an, ChatGPT et l'IA générative en général, c'est une révolution pour le monde du travail et pour les métiers qui sont amenés à se transformer. Et justement, tous les trois, vous en faites l'expérience tous les jours. Et je vais commencer par vous, Martin Pavanello. Donc déjà, si vous pouvez présenter très brièvement Mysteria et ensuite nous dire comment vous voyez les entreprises utiliser l'IA générative concrètement dans leur métier. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Martin Pavanello, j'ai créé une toute jeune entreprise il y a 6 mois qui est un cabinet de conseil, Mysteria, où on accompagne les entreprises, principalement les ETI et les grands groupes, dans la mise en place de l'IA générative, principalement de ChatGPT, dans le quotidien très concret de leurs collaborateurs. On va vraiment les aider à décortiquer quelles sont les tâches qui peuvent être faites ou non avec de l'IA. Et ce qu'on voit depuis 6 mois, et déjà un grand nombre de clients accompagnés parce que la demande est vraiment énorme, ce qu'on voit depuis 6 mois, c'est qu'il y a 3 entrées fracassantes de l'IA dans le quotidien des collaborateurs d'entreprise. La première, c'est ChatGPT, l'interface que vous connaissez tous. Et même si on voit quelques boîtes qui l'interdisent assez frontalement, et j'en suis assez déçu, on voit quand même beaucoup d'acteurs, non seulement qui l'acceptent, mais qui le poussent au quotidien, qui le poussent à leurs collaborateurs pour qu'ils l'utilisent. La deuxième entrée de l'IA générative, pour moi, elle se fait par des outils très spécifiques. C'est des boîtes qui se disent, tiens, la technologie générative est intéressante, le modèle de langage est intéressant, mais je vais l'utiliser pour un cas d'usage très précis. On parlait tout à l'heure de résumé de nos réunions. Nous, on le voit beaucoup au quotidien, des boîtes qui prennent des outils de résumé de réunion branchés sur l'IA générative et qui fonctionnent très bien. Et la troisième porte d'entrée de cette IA dans le quotidien et qui est la plus massive, qui commence celle-là tout juste, mais qui va se renforcer dans les mois qui arrivent, c'est via les outils qu'on utilise tous au quotidien. Et le premier, c'est Microsoft. Excel, demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, ça va arriver très très vite, sera alimenté par du ChatGPT. PowerPoint sera alimenté par de la technologie GPT. Et ça, c'est très fort. Salesforce, c'est pareil. HubSpot, c'est pareil. Tous les outils que vous utilisez au quotidien intègrent ou vont intégrer très prochainement de l'IA générative. Et le changement, il est brutal pour les collaborateurs. Et je pense qu'il est beaucoup plus brutal que les anciens outils digitaux qui sont arrivés dans les dernières années, pour 2 raisons simples. La première, c'est que cette IA générative, prenons même juste ChatGPT, elle permet aux collaborateurs de parler à un ordinateur et à un outil technologique en langage naturel. Et je pense que c'est vraiment ça la vraie différence. Plus besoin d'apprendre le langage Excel. On ne code pas, quoi. On parle. Exactement. Plus besoin d'apprendre tous les langages compliqués. C'est plus nous qui nous adaptons au langage de la machine. C'est la machine qui s'adapte à notre propre langage. Et ça change vraiment profondément le quotidien des collaborateurs. Et la deuxième, c'est que ces outils d'IA générative, et notamment via ChatGPT, c'est bien, c'est un outil qu'on utilise au travail tous les jours, mais on l'utilise aussi au quotidien à la maison parfois. Et on a de plus en plus de cas d'usage de nos collaborateurs qui nous disent bah oui, je comprends comment l'utiliser au travail parce que je l'utilise déjà chez moi. Excel, je l'utilisais pas chez moi. Salesforce, je l'utilisais pas chez moi. Là, j'ai le même outil et la même techno en tout cas au travail et à la maison. Et ça fait que ça pousse vraiment l'adoption dans toutes les boîtes dès aujourd'hui. Et comment les entreprises peuvent identifier quels outils elles ont besoin pour quelles tâches? Parce qu'on sait que certains outils sont très efficaces et d'autres moins. Une étude de BCG a montré que quand l'IA générative est mal utilisée, on aboutit à une perte de productivité. Donc du coup, comment choisir les bons outils au bon moment? C'est sûr, c'est un concept super intéressant qu'on appelle la jagged frontière, qui est la limite de l'IA, où est-ce qu'on doit ou non l'utiliser. C'est compliqué, nous on les accompagne là-dessus justement parce qu'on a envie de tout faire avec de l'IA ou de rien faire. La frontière, elle est évidemment entre les deux. Donc c'est pas facile, mais moi j'aime bien dire l'IA générative aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, elle n'est pas là pour venir remplacer la tâche la plus stratégique, la plus importante de l'entreprise. Elle est là déjà pour supprimer toutes les petites tâches à zéro valeur ajoutée, mais quand elles vous font perdre déjà 10, 15, 20, 30 minutes par jour et que vous êtes un groupe de 10 000 collaborateurs, et là l'impact il est vraiment réel, concret. Donc nous on commence par toutes ces tâches-là, d'analyse, de rédaction, de synthèse de réunion, et il y en a des dizaines et des dizaines qui, quand on va voir une entreprise, nous dit non mais ça c'est pas très important, et quand vous creusez, passez une journée avec un collaborateur, c'est ce qui lui fait perdre le plus de temps.
Merci beaucoup Martin. On va passer à vous, Elisabeth Marrage. Donc vous êtes avocate, vous êtes également aussi une des pionnières de l'IA générative dans votre entreprise, qui est un grand groupe, un grand cabinet d'avocats londonien, mais mondial également. Et donc votre entreprise a décidé d'intégrer l'IA générative et vous faites partie des personnes qui déploient ces outils-là. Expliquez-nous pourquoi, du coup, un cabinet d'avocats a besoin d'IA générative aujourd'hui et comment vous l'intégrez. Alors, déjà, j'aimerais juste reprendre par rapport à ce que vous venez de dire. Personnellement, je ne déploie pas l'IA générative au sein du cabinet. On a une équipe spécialisée qui s'est saisie du sujet il y a plusieurs mois, partant du constat qu'il était nécessaire d'utiliser des nouveaux outils pour des raisons assez variées. C'est que tout d'abord, nous avions des collaborateurs qui ne nous avaient pas attendus et, comme vous le disiez très bien, qui avaient commencé à utiliser l'outil chez eux et aussi pour effectuer des petites tâches. Et également un besoin qui avait été exprimé par nos clients, parce que ce sont des clients qu'on accompagne dans leur projet de digitalisation, qui commençaient déjà à utiliser ce type d'outils et qui nous demandaient également, sur un autre sujet, ils nous demandaient comment encadrer l'utilisation de l'IA générative au sein de leurs entreprises. Donc pour mieux conseiller ces clients, il faut savoir quand même utiliser un outil soi-même. Donc nous avons fait appel à une équipe en interne qui a développé l'outil, qui s'assied sur ChatGPT, que nous avons renommé pour les besoins de communication interne AGPT. Donc le jeu de mots est assez facile à comprendre pour notre cabinet. Et qui a aussi le mérite d'être utilisé en circuit fermé, ce qui veut dire que pour des raisons de confidentialité, aucune donnée qui va être chargée dans l'outil ne sera accessible aux développeurs de ChatGPT. Et alors, quels sont vos propres cas d'usage concrets? Comment vous utilisez l'IA générative pour faire votre métier? Alors, on l'utilise de plusieurs façons. Alors, tout d'abord pour des tâches assez répétitives et très basiques de relecture de documents. Ça nous facilite nos tâches du quotidien lorsqu'on écrit un mail, qu'on a envie d'améliorer sa rédaction ou alors en termes pour améliorer sa clarté. Deuxième chose, on va s'en servir aussi pour synthétiser des documents. Alors, pas des documents de manière trop confidentielle, mais des contrats. Alors, d'abord, oui, des contrats, mais la première chose, c'est aussi, par exemple, pour synthétiser des décisions de justice, pour être dans le cadre de nos revues de presse hebdomadaires. Ça nous fait gagner énormément de temps. Vous savez le quantifier, le temps gagné? Alors, attendez, je vais juste finir sur cette question du cas d'usage, et après, je vous parlerai du temps. En termes de synthèse et des documents, on s'en sert également pour la revue de contrat, pour automatiser les tâches administratives dans le cadre d'audit, des tâches qui étaient très répétitives pour nos jeunes collaborateurs en termes d'analyse. On s'en sert aujourd'hui pour identifier de manière très rapide des clauses de changement de contrôle, des clauses de propriété intellectuelle, voilà, ce qui nous permet d'identifier et d'aller beaucoup plus vite dans notre revue des documents. En termes de gain de temps, aujourd'hui, c'est un peu difficile de quantifier parce qu'on est encore en phase de rodage. Ça veut dire que comme tout nouvel outil, aujourd'hui, on forme nos équipes à l'utiliser de manière très efficace, mais ça prend encore du temps. Sachant qu'en termes de gain de temps, aujourd'hui, on n'est pas encore par exemple, sur les revues de contrat, on revérifie toutes les relectures, parce que bien évidemment, la machine ne remplace pas l'homme. Et donc c'est le débat qui nous occupe depuis ce matin. Et donc on demande à nos collaborateurs, à chaque fois qu'ils utilisent l'outil, de revérifier, relire et s'assurer que l'outil a bien compris notre demande et qu'elle a bien analysé. Alors, on reviendra sur l'aspect éthique et contrôle plus tard. Je vais d'abord passer la parole à Christophe Montagnon, du coup, de Randstad. Évidemment, l'IA générative, les ressources humaines sont un secteur dans lequel l'IA générative peut changer beaucoup de choses. Et vous y êtes vraiment dedans depuis même avant, je crois, l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. Oui, avec peut-être en arrière-plan, pour reprendre pas mal de choses qui ont été dites, je pense qu'il y a une réflexion de fond qu'on mène sur comment est-ce que la technologie et l'humain cohabitent dans la chaîne de valeur. C'est une réflexion, je pense, qu'on a tous et de manière continue. Comment est-ce que finalement on fait cohabiter les deux et qu'est-ce qui reste fondamentalement humain
à l'intérieur de la chaîne de valeur, et en particulier dans le monde des talents, puisqu'on opère dans le monde des talents, c'est que c'est hautement critique de réfléchir avec cet angle de vue sur comment est-ce que l'humain continue de créer de la valeur pour nos clients et pour nos talents à l'intérieur de la chaîne de valeur. Une fois qu'on a dit ça, et on regarde en fait quels sont les risques et les opportunités qu'on a à l'intérieur de la chaîne de valeur, et peut-être on rentrera dans un certain nombre de détails opérationnels, mais on a commencé à faire des choses avec des bots sur le recrutement, et plus particulièrement, on a créé une IA générative et développé une IA générative sur les offres d'emploi parce que c'était quelque chose qui était fondamental pour nous. À la fois parce que c'est une demande fondamentale de nos talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était insatisfait de la qualité de ce qu'on produisait pour les talents. Donc concrètement, ça veut dire que ChatGPT, par exemple, ou votre outil interne, écrit des offres d'emploi, etc. Écrit des offres d'emploi. Des fiches de poste. Exactement. Décrit en fait des propositions d'opportunités, que ce soit des propositions en intérim, que ce soit des propositions de recrutement, etc., etc. Décrit des opportunités. Et si on regarde en fait la manière dont sont décrites ces opportunités, en fait, c'était insatisfaisant la manière dont on décrivait ces opportunités. Et il y a toujours beaucoup de travail à faire dessus parce qu'en fait, on a toujours besoin de plus d'informations pour les rendre les plus précises possibles. Pour préciser ça, en fait, quelqu'un qui cherche un emploi en fait, a besoin de plus en plus d'informations. D'abord parce qu'en fait, le monde a changé et les attentes des personnes ont changé. Et donc, on doit prendre en compte ces modifications de ces attentes pour fournir aux gens des informations critiques pour qu'ils puissent postuler ou pas postuler. Ça a des impacts donc, sur la capacité en fait, de rendre pertinente l'offre. Et ça a des impacts en fait, derrière sur la chaîne de valeur. Parce que si je laisse postuler des gens qui sont non appropriés à l'offre, en fait, derrière, j'aurai un temps de traitement qui va détruire ma productivité. Et du coup, pour faire ça, vous avez eu besoin de créer votre propre LLM. C'est ça, votre propre large language model. En tout cas, on s'est appuyé sur des partenaires franco-français pour pouvoir développer nos modèles. Pour des questions en fait, de maîtrise de la donnée et de la capacité qu'on a de développer nos modèles, parce qu'on a beaucoup d'informations qui ont la capacité à le faire. Et on a développé en fait, un assistant à nos recruteurs. Et j'aime bien en fait, ce point qui était finalement cette interface homme-machine qu'on est en train de transformer avec l'IA générative, puisqu'en fait, on est en train de transformer en assistant opérationnel en fait une intelligence qui est à l'extérieur de moi et qui vient en fait augmenter ma capacité de productivité sur des tâches qui ne produisaient pas forcément la valeur qu'on attendait. Donc si on prend de manière concrète en fait ce qu'on est capable de faire avec la production d'annonces, on passe d'un temps de 20 minutes de production d'une annonce à 5 minutes de production d'une annonce. Et donc en fait on l'a fait en pilote et maintenant on est en production, donc on a des données extrêmement concrètes sur ces sujets-là. Et en même temps, parallèlement à ça, on a réussi à augmenter la qualité du nombre d'informations et la pertinence des informations qu'on donne aux candidats lorsqu'ils voient l'annonce. Donc en fait, on a à la fois une capacité de différenciation sur la qualité de ce qu'on propose et on génère en fait du gain de temps pour nos collègues. Alors vous avez employé un mot sur lequel je voudrais rebondir, super assistant pour vos collaborateurs. Vous avez mentionné, vous tous les deux d'ailleurs, des gains de temps assez importants. Est-ce qu'on peut du coup aborder l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les suppressions d'emplois qu'il peut y avoir derrière? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vos entreprises ont réfléchi? Oui, peut-être déjà ce qu'il faut peut-être déjà situer, c'est qu'on a besoin de gains de productivité. Donc c'est besoin de gains de productivité parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire. Donc il y a déjà, si on se met sur un paper et puis qu'on liste toutes les choses qu'on aimerait pouvoir faire pour nos talents et pour nos clients en plus, ça nous prendrait du temps de le faire et on n'est pas toujours en capacité de le faire. On a besoin de ces gains de productivité aussi parce qu'en fait, nos clients attendent des gains de productivité de notre part pour avoir un service de meilleure qualité à des meilleurs prix. Donc en fait, cette exigence des gains de productivité est fondamentale. Et puis parce qu'on n'agit pas dans un univers dans lequel on est les seuls à agir, on a des compétiteurs qui eux-mêmes s'intéressent à la productivité. Ils voient les mêmes problèmes que nous et ils vont chercher vraisemblablement les mêmes types de solutions. Et donc en fait, il y a un tempo à maintenir dans les gains de productivité. Donc si on arrive effectivement à augmenter la productivité par des gains substantiels sur un certain nombre de tâches, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait pouvoir faire en plus avec nos collègues qui sont capables de faire beaucoup en termes de touch, d'apporter une qualité de service. Et on a besoin de cette productivité parce que dans ce monde concurrentiel, cette productivité est génératrice d'une capacité de rester dans le match. Alors, même question un peu pour vous deux. Est-ce que du coup, ces gains énormes de productivité font peur aux collaborateurs? Est-ce que du coup, l'IA générative est acceptée? Est-ce que vous pouvez répondre du coup, Elisabeth, sur ce sujet-là? Sur la manière dont ils ont L'acceptabilité du coup de l'IA générative par rapport justement aux menaces qu'elle peut poser à l'avenir sur l'emploi. Alors, je ne pense pas qu'ils soient inquiets parce qu'ils s'en servent assez facilement. Après, je pense que ça peut les délester de tâches qu'ils n'avaient plus envie de faire. Par exemple, la revue à la chaîne de contrat ou les notes de synthèse. Par contre, ils vont pouvoir peut-être fournir un service juridique
qui va être peut-être de meilleure qualité, où on va vraiment voir la valeur ajoutée dans leur analyse. Donc moi, je ne pense pas que les jeunes collaborateurs se sentent menacés par l'arrivée de ces outils, mais plus par un outil efficace pour les aider. Martin, vous, une réaction du coup, comme vous avez Yes. une expérience large? Bien sûr, pareil, chez nos clients, on voit beaucoup d'engouement de la part des collaborateurs parce qu'ils comprennent, un, qu'ils vont gagner du temps, et deux, et nous, c'est notre promesse, c'est de leur dire, si vous utilisez bien ces outils, non seulement vous garderez votre emploi, mais peut-être que vous travaillerez moins. Peut-être que la semaine à 4 jours, c'est à vous tendre les bras si vraiment vous utilisez ces outils, parce que vous ferez beaucoup de gains de productivité. Donc c'est un vrai bon argument. Et après, d'un point de vue un peu macro sur les suppressions d'emplois, j'ai un client qui m'a dit récemment, je pense que l'IA, c'est la révolution des quarantenaires. Et je n'ai pas compris pourquoi, donc il m'explique. Et bien en fait, à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, les jeunes la prennent en main très très vite. Et donc, il y a un décalage qui se crée avec la génération d'au-dessus. Parce que quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, ils savent très bien utiliser les outils, ils vont très vite et donc ils sont plus productifs que leurs aînés. Or, avec cette IA qui peut réaliser tellement de tâches, un nombre de tâches tellement grande, cette personne-là me disait, je pense que tous les gens déjà en entreprise et qui vont pouvoir allier à la technologie surpuissante leur expérience de l'entreprise, leur expérience du client, leur expérience de la négociation, de tout ce qu'on veut, que les jeunes n'ont pas par définition puisqu'ils rentrent sur le marché du travail. Il me dit, je pense que là, on a une vraie différenciation à faire. Donc nous, les collaborateurs, on leur dit, si vous êtes déjà dans l'entreprise aujourd'hui, là, vous avez un super outil, c'est une vraie chance. Lui, il dit les quarantenaires, moi je pense que tous les gens qui commencent à avoir un petit background professionnel, ils vont pouvoir mêler l'humain et la techno, et ça va être surpuissant. La vraie question elle est plutôt sur ceux qui rentrent sur le marché du travail dans 5 ans. On parlait tout à l'heure un peu du politique. Là, il y a un vrai sujet d'emploi. Quid des analystes et des consultants qui doivent devenir analystes ou consultants dans 5 ans? Est-ce que le métier existera encore? Je ne sais pas. Mais ceux qui sont aujourd'hui, oui. En tout cas, moi, en parlant de mon métier d'avocat, on aura toujours besoin de plaider, on aura toujours besoin de négocier des contrats, on aura toujours besoin de la patte de l'avocat. Il y a quelques années, l'arrivée des legal tech inquiétait beaucoup le marché des avocats. Les entreprises se sont adaptées, les cabinets se sont adaptés. C'est seulement que l'on va fournir le service d'une autre façon. Je pense que c'est intéressant aussi de prendre l'angle en fait quand on regarde les usages en interne, parce qu'en fait maintenant on peut les monitorer et on sait quelles difficultés parfois on a à introduire une transformation dans l'entreprise. Quand on parle de change management parce qu'on a besoin d'accompagner beaucoup, quand on voit par exemple comment est-ce que les gens se sont appropriés l'assistant qui génère l'offre d'emploi, en fait, c'est phénoménal. Donc, en fait, la transformation s'est faite à haute vitesse et en fait, on est capable de mesurer les usages. Et donc, quand on compare les usages de l'outil par rapport à d'autres déploiements, on voit la vitesse à laquelle les gens se sont appropriés. Et pourquoi? Parce que comme toute innovation, en fait, les gens cherchent une chose fondamentale, c'est simplifiez-moi la vie. Et donc, en fait, cette simplification de la vie qui continue de créer de la valeur, en fait, est un vecteur d'adoption qui est extrêmement fort. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Merci. Et merci à vous.